Bonjour, je m'appelle Guylaine Gay, je suis animatrice, humoriste, autrice et je partage ma vie avec un homme extraordinaire et bipolaire. Bienvenue au balado T'engages-tu? Dans cet épisode, on parle de l'importance du processus d'acceptation et des impacts positifs de celui-ci sur le cheminement professionnel. Mon invité, Gabrielle Julien, qui est une personne qui vit avec un enjeu de santé mentale et qui est aussi professionnelle auprès de la clientèle en santé mentale. Allô, Gabrielle? Bonjour, Guylaine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir. Plus que je peux faire de la sensibilisation au niveau de la santé mentale, moi, je réponds toujours présent. Gabrielle, parle-nous un peu de ton cheminement personnel et professionnel. C'est sûr qu'au niveau professionnel, moi, très jeune, là, je te dirais à l'âge de 18 ans, dès que j'ai mis les pieds dans un bar, je me suis dit, je vais être tenancier de bar, c'est ça que je veux faire. Chose que j'ai réussi, mais vraiment, ça a probablement accéléré mon processus au niveau de la santé mentale, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je travaille dans ce domaine-là, parce que la consommation et la santé mentale, les deux ensemble, c'est pas génial, là. On parle souvent de troubles concomitants. Donc, c'est pas mal ça avec lesquels j'ai dealé plusieurs années avant d'arrêter de consommer, là. Raconte-nous justement le processus là, qui t'a mené à ton ou tes diagnostics. En fait, moi, dans le passé, j'ai dû faire. C'est encore drôle, j'avais le choix, là, mais j'avais laissé un dépôt sur un bar, puis j'ai un ami qui m'a dit « Ah, tu pourrais faire de la promo de ton bar à Occupation Double. » Chose que j'ai fait les auditions, j'ai été sélectionné. Je pensais rester 2 à 3 semaines, histoire de faire de la promo, puis tout. Finalement, j'ai gagné l'émission. C'est là que je t'ai vu! Ça se peut! Ah! Tu sais, des fois, on essaie de mettre une face. OK, là, je comprends. OK, donc, tu n'as pas seulement que participé, tu as gagné l'émission. Oui, OK. En 2007, je pense que c'était l'édition 4, si je me souviens bien. C'était pas dans le sud ou quelque chose, hein? Non, Riviera des Prairies. OK, un petit peu moins exotique, ouais. Mais quand même. Ça sonne exotique quand même quand je... Oui. C'est une expérience de vie. Oui, 100%. Puis c'est une expérience de vie que j'ai voulu peut-être recréer. Fait qu'on m'a appelé peut-être 2 ans après pour aller à Love Story. OK. Puis dans le fond, le dépôt que j'avais laissé sur le bar, c'était pas valide comme les papiers puis tout ça. Les permis étaient plus valides. Fait que j'ai mis ça en stand-by, mon rêve d'avoir un bar puis tout ça. Fait que j'ai été faire Love Story, mais ma mère est décédée 2 semaines ou 3 semaines juste avant l'émission. Puis je suis allé répandre les cendres au Mexique. J'ai fait beaucoup la fête. J'ai fait des excursions aussi. Les deux combinés ensemble ont fait que j'ai pas beaucoup dormi avant de rentrer dans l'émission parce que j'avais décidé de faire l'émission quand même parce que j'écoutais pas mes émotions, j'écoutais pas ma fatigue. Fait que je suis allé quand même. Puis next thing you know, ils ont voulu faire des twists. Fait qu'ils m'ont pas donné ma valise quand je suis rentré. J'avais pas de lit attitré. Puis après 3 jours sans dormir ou pratiquement pas, j'ai commencé à avoir beaucoup d'activité cérébrale, de la paranoïa. J'ai fait comme une obsession sur l'acceptation, là. Fait que ça a été un début un peu chaotique, là, je dirais. À l'émission, oui, puis je suis pas resté longtemps. J'ai demandé de quitter, là, vraiment, après 3 jours. J'avais réussi ma mission qui était de découvrir le message sur l'acceptation que je voulais transmettre aux gens. Donc, au fond, ce que je me disais, c'est que dans la vie, si tu acceptes qu'est-ce qui t'arrive, c'est la clé un peu du bonheur. Message que je voulais crier haut et fort à ma sortie à tout le monde pour que tout le monde soit bien puis que tout le monde soit heureux. Puis, tu sais, quand je repense à ça, il y avait de quoi de super sain là-dedans, mais le côté obsessif, c'est ça qui était un peu paranoïde. C'était un peu ma première psychose, si on peut dire, là. Mais c'est quoi ton diagnostic ou tes diagnostics? En fait, moi, j'ai été diagnostiqué avec une maladie bipolaire, mais j'ai fait une psychose auparavant d'avoir mon diagnostic. Donc, j'ai fait une première psychose en 2009. Mais mon père m'a comme sorti de l'hôpital de façon à ce que j'avais pas de suivi, pas de médication, probablement par peur. Puis aujourd'hui, tu le mentionnais, je travaille un peu dans le milieu de la santé. Donc, je conçois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore une crainte au niveau de la psychiatrie, au niveau de la médication. Il y a des gens que même prendre des Advil, pour eux, ça se peut pas. C'est trop, là. Ouais.
C'est pas faire confiance à son corps. Puis... Exactement, c'est des choses qu'on se met qui sont pas nécessairement naturelles. Pourtant, je vois des gens que, malgré la douleur, vont endurer la douleur, que ce soit au niveau des maux de dos. Faut vraiment qu'ils atteignent une limite pour prendre quelque chose. Puis, ben, c'est un peu cette mentalité-là que mon père a un peu suivi, j'imagine, là. Mais au fil du temps, à ma deuxième psychose, là, on doit se rendre à l'évidence que j'avais besoin d'aide, là. Puis comment ça s'est passé, justement, l'accueil de ce diagnostic-là de bipolarité? Il faut comprendre qu'à l'époque, on est environ en 2011, suite à ma deuxième psychose. Les pratiques y ont évolué depuis. Je pense qu'on diagnostiquait peut-être plus rapidement à l'époque, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Je dis souvent à la blague qu'on m'a dit mon diagnostic, puis j'avais encore la jaquette sur moi. C'est pas un moment où tu es prêt à recevoir cette information-là. Moi, ce que j'en ai fait à ce moment-là, c'est vraiment, OK, ça me dérange pas, je veux juste aller mieux. Puis j'avais encore un peu des symptômes psychotiques là, au niveau de la paranoïa surtout. Là. J'étais beaucoup craintif, j'étais encore hospitalisé. Aujourd'hui, pour travailler dans les cliniques de premier épisode psychotique, aussi en recherche en santé mentale, on s'est rendu compte qu'on est beaucoup mieux d'attendre pour être sûr, puis pour favoriser le rétablissement de la personne aussi, là. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de danger d'attendre, là. C'est sûr que des fois, les familles ou les personnes veulent savoir pour pouvoir comprendre un peu mieux, mais des fois, la meilleure pratique, c'est vraiment d'être patient, là. Est-ce que tu considères que parce que tu l'as expérimenté de façon personnelle, tu comprends mieux les personnes que tu rencontres ou la recherche que tu fais justement dans ce milieu-là? Moi, je suis vraiment là pour mon vécu expérientiel. Je suis engagé pour ça, pour faire du sens, pour normaliser ce que les jeunes peuvent vivre. Moi, en tant que père aidant dans une clinique de premier épisode psychotique, c'est mon vécu qui fait une différence, là. Puis je dis souvent à la blague, c'est rare que sur une demande d'emploi, ça va être écrit « Avoir fait une psychose, un atout ». Oui, c'est sûr. Peut-être qu'un jour, par contre, j'ai une question pour toi. Tu as dit père aidant. C'est quoi un père aidant? C'est P-A-I-R, donc pas un père comme un curé, papa, si on peut dire, ou comme un père. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu un épisode similaire au niveau de la santé mentale. On commence à avoir beaucoup de vécus expérientiels aussi dans l'armée, dans les policiers, en santé mentale, en itinérance. C'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, si on peut dire, parce qu'on voit que ça fonctionne bien. Puis qu'il y a des gens que, pour eux, ça fait plus de sens d'avoir quelqu'un qui l'a déjà vécu, quelqu'un qui les comprend. C'est peut-être moins intimidant aussi de se confier parce que c'est très intime là, de parler de ça, de sa psychose, d'une dépendance, d'un enjeu de santé mentale. Donc, quelqu'un qui l'a vécu et qui comprend, la relation de confiance s'installe peut-être plus rapidement. Bien, clairement, puis ça ouvre la porte aussi, là, tu sais, on peut jongler avec plusieurs personnalités, plusieurs moments aussi de la maladie, là. Je pense qu'on peut faire un super bon travail au début, comme au milieu, comme à la fin du rétablissement, là. Tu sais, je dis à la fin du rétablissement, il va toujours avoir un rétablissement. Pour moi, le rétablissement, c'est quotidien. Ça fait partie de mes habitudes de vie parce que c'est pas quelque chose qu'on se débarrasse comme un mal physique, si on peut dire. Puis je pense qu'il y a toujours place à amélioration aussi. Je trouve ça vraiment comme important d'apporter ce bagage-là, tu sais, parce que passer à travers des choses aussi grandes, d'avoir quelqu'un qui te comprend, c'est tellement important, là. Puis je suis sûr que même si des gens n'ont pas des troubles de santé mentale ou des enjeux de santé mentale, on peut juste comme y penser avec d'autres événements qui peuvent être similaires, comment on connecte quand on a quelque chose en commun, quand on rencontre quelqu'un. Ah, j'ai déjà fait ça, on en parlait avant d'être en studio. Tu as travaillé en humour, j'ai organisé des shows d'humour, puis déjà là, on avait plein de choses à se dire. Et maintenant, je sais qu'on a tous les deux participé à une télé-réalité. Hein? Ça, c'est un méchant point en commun. Ben vraiment, c'est l'expérience ultime. Ces temps-ci, je te dirais que c'est encore très populaire, mais j'aime mieux mon vécu en santé mentale, qu'est-ce que j'apporte que le divertissement que j'ai pu donner à Occupation Double, qui a fait un peu en sorte que j'ai eu des enjeux de santé mentale ou qui a accéléré le processus.
Mais je pense que j'avais une fragilité de toute façon, puis je suis en paix avec toutes mes décisions, là. Moi aussi, je suis en paix avec tout ce que j'ai fait. Ben, c'est Une important d'être télé-réalité, en ben oui, paix. il faut être en paix. Mais c'est quand même, entre toi et moi, faire une télé-réalité, ça peut laisser quelques petites séquelles aussi. Ça peut être post-traumatique un petit peu, là, tout ce qu'on vit. Là. Ben, Hein? clairement. Puis, tu sais, juste à la sortie, tu sais, toi, tu avais un certain succès déjà dans ta vie. Mhm. Tu avais déjà une appréhension de qu'est-ce que ça peut être une vague un peu, là, au niveau médiatique. Moi, je ne connaissais rien de ça. Malgré que c'était la 4e saison, t'as beau te dire, ah, les concurrents sont populaires après ou pas. Tu sais jamais à quoi t'attendre quand tu l'as pas vécu. Puis, tu sais, ça peut dépendre si tu es fatigué ou pas. Les commentaires peuvent être plus dérangeants selon ton humeur. Puis, à un moment donné, il faut que tu te crées une carapace puis que tu passes à autre chose. Mais La c'est vie toute une continue. expérience. Mais Oui. ça peut être fragilisant. Avis aux gens, là, on le dit, on a tous les deux participé à une télé-réalité. Puis ça peut être fragilisant là, au niveau de la santé mentale. Puis on est aussi bien de le dire parce qu'on l'entend quand même. Il y a le côté mis en lumière, la gloire, tout ça, mais il y a aussi le côté que ça peut jouer sur certains petits enjeux qu'on a personnellement. Je suis totalement C'était d'accord. notre petite parenthèse télé-réalité. Ben écoute, quand est-ce que je peux parler de ça avec quelqu'un, sinon quelqu'un qui a déjà participé à une télé-réalité? Voilà, c'est là que ça prend tout son sens, l'expérience vécue. Exactement, tu vois, l'expérience vécue. Gabriel, est-ce que toi, tu as eu recours à des stratégies pour t'aider dans ton processus d'acceptation? Je te dirais des modèles qui me suivent depuis longtemps. Je pense à Terry Fox, qui est un idole de jeunesse. Je me souviens à l'école secondaire où j'allais dans l'Est de Montréal, il avait mis un genre de film sur sa vie, puis tout de suite, j'ai accroché. Tu sais, quand on a un diagnostic, un problème, comment on peut faire pour donner de l'espoir aux autres, pour en faire quelque chose de positif, moi, ça avait tout de suite marqué. Tu sais, cette espèce de concept-là de faire quelque chose de bien avec une expérience négative, je le connaissais depuis longtemps, qui a fait en sorte que j'ai installé une résilience rapidement. Tu sais, je dis ça, puis j'ai quand même été pratiquement 2, 3 ans sans travailler. Puis ça a été vraiment une période noire, là. Faut comprendre qu'une personne sur 2 avec des épisodes psychotiques pense au suicide. Donc, c'est quelque chose de quand même très grave, là. Mais la résilience est quand même venue au fil du temps. Mais ça s'installe, puis c'est pas automatique, là. C'est un work in progress. Ça prend de la patience, ça prend de l'humilité aussi pour passer au travers de tout ça. Là. Puis d'accepter. Hein, on parle d'acceptation, juste de l'accepter, ça prend une certaine humilité de dire hey, moi, j'ai ça, là, je suis bipolaire. Ben oui, puis ça va être l'épreuve d'une vie. Tu sais, on se parle, on est en 2025, j'ai eu mon diagnostic en 2011, puis je me trouve de plus en plus confortable, de plus en plus confiant, parce que l'estime de soi veut pas en prendre un méchant, mais méchant coup, là. Puis au niveau de se replacer dans la vie, ça devient super difficile, là. Moi, il n'était plus question que je travaille dans mes bars. Il a fallu que je déclare faillite. Puis après ça, ben, tu es un gagnant d'occupation double, tu as fait faillite, tu étais propriétaire de bar, tu as un CV qui est so-so. Ben, comment tu te débrouilles avec ça? Ben là, c'est un méchant parcours là, de se retrouver un emploi, puis c'est pas évident, là, la peur du jugement. Puis autant au niveau de mon expérience avec les téléréalités, mais autant au niveau de mes compétences, mais pas mes compétences, mais qu'est-ce que j'ai eu comme dans ma vie comme expérience, tu sais. On parle de propriétaire de bar à autre chose. Déjà là, il y a un gap qui s'installe, tu sais. C'est comme si j'étais au sommet d'une mini-pyramide, puis là, ben, il fallait que je retourne en bas, puis on sait qu'une pyramide, la pente est relativement haute, là, puis des fois, La il y a pente des est marches. raide. Ouais, elle est raide. Oui, oui, la pente est raide. Qui sont les personnes qui ont été significatives pour toi dans le processus? Ben, c'est sûr, quand que tu te fais emprisonner au Mexique, que tu n'as plus de passeport, ben, faut que tu comptes sur des gens pour venir te chercher, là. Moi, je pense à mon père qui a fait une tentative pour venir me chercher, qui a échoué. Ensuite, ben, il a relayé à ma tante et mon oncle qui ont fait une organisation. Mon Dieu, c'est de la musique, là, pour moi, là. C'est des chefs d'orchestre, là. La planification qu'ils ont dû faire avec les assurances, les ci, les ça. Dès que je suis arrivé en air ambulance, en fait, au pays,
La clinique JAP était déjà au courant que j'arrivais. C'est quoi la clinique JAP? Clinique JAP, c'est des gens avec qui je travaille. C'est jeunes adultes psychotiques. Ça fait partie du réseau des cliniques PEP. Les cliniques PEP, c'est un réseau de 33 cliniques à travers le Québec qui est premier épisode psychotique parce que c'est vraiment le traitement précoce qu'ils préconisent. Ouais. C'est les meilleures façons de traiter la psychose pour qu'il y ait le moins de dégâts possible à long terme, mais le rétablissement est toujours possible, c'est sûr, là. Quand on sait que les diagnostics de bipolarité arrivent là, à l'âge jeune adulte, c'est là que ces cliniques-là prennent tout leur sens, là. Oui, habituellement, là, c'est de 18 à 30, 35 ans, là, leur gap d'âge, là, pour vraiment intervenir le plus rapidement possible. Je te ramène dans ton voyage au Mexique, là. Qu'est-ce qu'ont fait ton oncle et ta tante concrètement pour t'aider? Ben, c'est sûr que s'occuper de tout mon retour, ça a été une tâche vraiment ardue. J'ai eu la chance de les avoir, sinon je serais vraiment pas ici avec vous. Puis c'est tout le travail par la suite aussi, là, parce que un rétablissement, c'est long. Puis heureusement que mon équipe traitante à la clinique JAP, premier épisode psychotique, m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Donc, avec l'équipe traitante, qui est des équipes multidisciplinaires, là, autant ergothérapeutes, travailleurs sociaux, psychiatres, infirmières, qui travaillent vraiment toutes ensemble pour le rétablissement, ben, j'ai pu retourner à l'école. Puis je me souviens, ma tante m'appelait à chaque matin. Bon matin, tu t'en vas à l'école parce que la motivation était plus ou moins là, là. Puis des fois, de juste avoir devoir quelque chose à quelqu'un, ben ça te donne un petit coup de pied là, de plus pour te lever. Puis tu sais, faut pas avoir peur aussi de transférer quand on sent qu'on est épuisé. De la relation d'aide, c'est vraiment quelque chose de difficile par moment, puis qui peut être énergivore, surtout quand on s'y attend pas. Je pense que ma tante, un moment donné, elle sentait qu'elle avait atteint sa limite. Puis elle m'a tout simplement là, transféré à une autre de mes tantes. J'ai la chance d'avoir une grande famille. Puis, tu sais, selon les statistiques, tu sais, c'est tellement important, les familles. Le taux de réussite est tellement important. Puis quand on a moins de familles, ben c'est de s'appuyer sur l'équipe traitante. Là, de plus en plus, là, j'ai l'impression que les équipes sont vraiment accueillantes en santé mentale. On change un peu l'image que la psychiatrie avait là, peut-être dans les années 60, 70, où ce qu'on a un peu l'espèce de blanc capitonné, puis tout ça, là, je pense que Avec c'est... la chemise là, attachée en arrière, là. Ouais, On exactement. humanise ça, là. On rend ça aussi plus accessible, peut-être, plus humain. Ben, je pense qu'on voit que le rétablissement est possible. On a des belles histoires, puis la médication, elle s'ajuste au fil du temps aussi avec les technologies. Elle nous amortit moins. Moi, je prends de la médication encore à ce jour. Tu sais, j'ai pratiquement pas d'effets secondaires ou nullement, là. Fait que ça fait en sorte que je me sens protégé pour ne pas faire de psychose, puis pour contrôler un peu mon humeur, si on peut dire, mais pour moi, la médication, c'est une partie de la recette, c'est pas la recette au complet, là. Je mets des choses en place au niveau de l'activité physique, de la méditation, de mon bien-être, qui fait en sorte que le tout crée un gâteau pas parfait, mais il y a du crémage. Du bon crémage sucré. Parlons-en des médicaments, Gabriel. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, comme toi, là, vit un peu ta situation, mais qui décide d'arrêter de prendre ces médicaments, surtout si la médication est essentielle là, due à sa condition? Ben, tu sais, moi, c'est un parcours que j'ai eu. Ça fait partie de mon vécu expérientiel de vouloir arrêter la médication. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je me dis que la médication a parfois le dos large. Surtout en début de parcours, on pense que tout est lié à ça, mais on parlait d'estime de soi tantôt. Ben, qu'est-ce qui est relatif à l'estime de soi? Qu'est-ce qui est mis pour la médication? Des fois, ben, on est tellement comme désemparé émotionnellement que c'est pour ça qu'on est amorphe, puis la médication, finalement, fait que aider, mais on va mettre le dos sur la médication. Fait qu'il faut faire attention à ça. Moi, j'ai refait une psychose suite à l'arrêt de la médication, mais il faut toujours le faire avec l'équipe traitante, le psychiatre. C'est tellement, tellement important parce que les taux de rechute sont quand même importants au niveau de la psychose, surtout la première année. Puis si tu rajoutes de la consommation là-dedans, ça va encore plus vite, là. Mais je dirais d'en parler parce que c'est normal, tu sais, qu'on se dit, ah, ben, c'est frustrant des fois, tu sais, juste l'acte de le faire à tous les matins, je vais l'apprendre à vie, tout ça. On ne sait pas qu'est-ce que les technologies vont nous apporter, mais je dirais aux gens tout le temps d'en parler.
Puis de se laisser convaincre parfois que c'est une bonne solution pour le moment, puis de voir la suite, là. Parce que c'est la chimie du cerveau, là. Le cerveau a des fois besoin de médicaments pour justement pallier à son fonctionnement. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Puis c'est d'en parler, puis c'est d'être bien entouré et bien suivi. Oui, 100%. Puis, tu sais, on parle au niveau des gens, là, au niveau de l'humeur, qui prennent des antidépresseurs. Des fois, là, t'es comme, wow, mais qu'est-ce que t'as fait? Puis c'est pas toujours la coupe de cheveux, là. C'est vraiment, Ouais, là, ouais. j'ai commencé des antidépresseurs, puis là, oh mon Dieu, que t'as de l'air bien, t'as de l'air en forme. Puis, tu sais, les gens ont de la misère à se l'avouer que c'est peut-être juste 4 ans qui auraient pu dire oui, mais qui ont entendu, puis finalement, il y a une délivrance totale qui se fait. Mais est-ce que la médication à tout prix? Je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais dans un cas où ce que la santé mentale est plus fragile, on essaie toujours d'avoir la plus petite dose de médication pour le meilleur fonctionnement possible. En tout cas, dans les cliniques de premier épisode psychotique, je peux pas parler partout, là. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui me rend confortable de parler de médication sans dire comme une certaine époque, tu sais, où il y a des fois les gens salivaient, c'était difficile, puis il n'y avait pas de qualité de vie. Maintenant, on est capable d'avoir une belle qualité de vie avec la médication, là. Les protocoles se raffinent de médicaments. Et heureusement. Oui. On n'est plus dans les années 50, même 40 ou 60. Là. Ah, ça n'a pas été rose. Puis, tu sais, moi, je pense souvent à ça dans mon rétablissement. Il y a une certaine époque où je pourrais pas sortir simplement des portes, là. Je serais dans cette pièce avec ma belle chemise avec les manches trop longues. Exactement. Tandis que là, il y a une qualité de vie, on peut avoir un métier, une vie amoureuse, une vie sociale. Donc, il y a eu quand même des belles évolutions là, dans le milieu de la psychiatrie. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés professionnelles liées à des périodes de crise dans le passé? Quand j'ai quitté le monde des bars, il a fallu que je fasse un changement de carrière à 360 degrés, si on peut dire, là. Puis j'ai toujours eu cette vision du travail comme étant quelque chose qui devait être amusant, ludique. Puis on a un autre point en commun. En fait, j'ai été éducateur en service de garde avec des troubles spectre autistes. Ça a été vraiment une super belle expérience. Puis je dis ça par rapport au jeu parce que pour moi, le service de garde, c'est une super belle expérience. Puis il y a eu beaucoup de trucs ludiques. Ensuite, il a fallu que je fasse un changement au niveau des capacités de mon cerveau à tolérer le stress. Si on pense à la psychose, c'est vraiment le stress qu'on doit regarder. Donc, c'est des moments qui sont très stressants. J'ai été répartiteur médical pour le 911. Donc, toujours un peu en relation d'aide, mais toujours le stress dans le tapis. Oui, dans le tapis. Ouais, fait qu'il a fallu que je fasse des choix vraiment plus sains. Je me suis retrouvé aussi à travailler dans une fruiterie au salaire minimum environ 33 ans. Mais je voulais travailler, je voulais rebondir. J'ai été agent de sécurité. J'ai tellement fait des essais pour me sortir de là, bouger, me nourrir aussi, tout simplement. Ah là. oui. Puis, tu sais, on parle souvent de l'aide sociale puis tout ça, mais c'est pas le fun, là. Il n'y a rien de fun là-dedans de demander de l'argent, d'être tout le temps proche de ses sous. Puis au fil du temps, ben, on commence à retrouver l'estime de soi, mais ça se fait pas automatiquement, là. Il y a une gradation qui peut s'échelonner sur des années, mais il faut garder confiance. Puis chaque petit pas qu'on fait compte. Faut pas les oublier. Puis faut pas avoir honte de quoi que ce soit non plus. Puis je pense qu'on doit juste trouver quelque chose qui nous plaît. Puis se dire que c'est pas nécessairement notre vérité absolue pour le restant de nos jours, mais que présentement, on est rendu là, puis la prochaine fois qu'on a un autre emploi, ben ça peut que ça soit mieux, ou ça se peut qu'on pense que ça soit mieux, puis finalement, ça ne l'est pas. Faut se réajuster, faut s'écouter. Être à l'écoute de nous va faire vraiment une différence dans notre établissement. Puis au niveau de l'emploi, c'est la même chose, là, de ne pas avoir peur. Puis je dirais que l'impulsivité aussi, des fois, est notre pire ennemi. De vouloir comme trouver quelque chose de mieux, se remettre en question. Ben, Vite, maintenant. Ouais, c'est ça. Gabriel, c'est quoi les approches que tes employeurs ont adoptées pour ton maintien en emploi? Ben, tu sais, il faut comprendre que c'est pas écrit dans notre front aussi, puis c'est à nous de le divulguer ou pas. Puis quand on a des suivis aussi, de se faire conseiller si on est prêt, si on n'est pas prêt, s'il y a trop de stress dans ce métier-là ou
cette vocation des fois, parce que pour moi, la relation d'aide, c'est une vocation. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi, mais de faire confiance aux autres. Dans ce cas-ci, l'employeur, d'y faire confiance, puis de lui dire, moi, je suis super performant, mais il y a des moments où quand je me sens moins bien, j'ai besoin de plus de temps. Est-ce qu'il y a des possibilités? Puis, tu sais, des fois, c'est, je serais pas prêt, j'ai peur. Tu sais, il y a des organismes où c'est de la réinsertion, où qui sont habitués de dealer avec des gens qui ont des troubles de santé mentale. Puis, des fois, c'est une super belle porte d'entrée parce que c'est super simple. Puis, des gens qui vont avoir des trucs pour nous, pour nos futurs emplois. Fait qu'aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a plein d'organismes qui font en sorte que c'est plus facile puis plus accessible de retourner en emploi puis d'avoir des conseils, là. Un bon accompagnement. Oui, 100%. Puis moi, je dirais de se faire confiance avec notre instinct aussi, de voir qu'il y a-tu une porte ouverte, il y en a-tu pas? OK. Puis c'est d'y aller à un rythme très lentement, si on peut dire, pas attendre que ça soit le chaos avant d'en parler parce que là, ça va prendre tout le monde par surprise, si on peut dire, là. Quel conseil t'aurais à donner aux proches d'une personne qui vit avec des enjeux en santé mentale pour les aider dans leur propre cheminement à eux? Je dirais que de respecter le rythme, ça serait le meilleur conseil que j'aurais à donner. Respecter le rythme de la personne qui se rétablit. C'est tellement important de se sentir bien puis pas trop être pressé parce que des fois, on a des enjeux, les proches le savent, mais on n'est pas dans la tête de la personne non plus. Des fois, il y a des choses plus graves qui se passent, plus de questionnements qu'on peut le penser, mais d'offrir son aide, de savoir qu'on peut aider de plusieurs façons. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour écouter, d'autres pour parler, de connaître ses forces, puis se positionner dans l'entraide. Je pense que c'est super bon. Puis de savoir aussi que des fois, juste une présence peut faire le travail, puis de ne pas mettre ses inquiétudes sur le dos de la personne non plus, là. La projection se fait beaucoup, souvent en relation d'aide, puis ça, c'est pas vraiment aidant, là. Et de respecter ses propres limites aussi. Ça, c'est tellement, tellement important. On en parlait tantôt là, avec ma tante qui a décidé de relayer un peu à un autre tante. C'est tellement important de respecter ses limites parce que on veut que tout le monde ait une santé mentale saine parce que tout le monde a une santé mentale au final, là. Gabriel Julien, personne vivant avec un enjeu de santé mentale et qui est aussi professionnel œuvrant auprès de la clientèle en santé mentale. Merci beaucoup. Merci, c'est une super belle rencontre. Je suis vraiment content de tous les points en commun qu'on a pu jaser, soit pendant ou avant, puis peut-être même après. Écoute, une nouvelle amitié qui naît peut-être. Ajoute-moi sur les réseaux sociaux. Écoute, viens me chercher sur Facebook et Instagram. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée par Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet, et ce grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides. Nous souhaitons également remercier pour leur contribution financière la Ville de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, Madame Cathérie Champagne-Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ainsi que Madame Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Nous souhaitons finalement souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, particulièrement le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de services scolaires des Mille-Îles, mandataire du projet. Le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, Dysphasie Laurentide, Sphère, ainsi que le CI3S des Laurentides. Phonique. Le fin son de l'histoire.